Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Nils Wilke sur le Média, une émission qui vous conduit dans les dédales de la politique française comme on la raconte trop rarement. Une émission portée par Nils Wilke, journaliste politique fort d'un riche carnet d'adresses dont il se sert pour nous aider à regarder derrière les faux semblants politiciens. L'émission Les Indiscrets n'existe que parce que vous, notre public, vous la financez comme vous financez le Média, première chaîne d'infos indépendante de France, diffusée sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube, sur Molotov et sur notre site lemediatv.fr. Pour continuer à nous faire exister alors que nous avons lancé une campagne cruciale de fin d'année. Faites un don, abonnez-vous, devenez sociétaire. Nous avons déjà collecté un peu plus de 100 000 €, mais ce n'est malheureusement pas assez. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et faites le geste qui sauve. Au sommaire, Emmanuel Macron ou OSS 117 à Mayotte. Le président de la République s'est précipité dans l'archipel sinistré après une catastrophe climatique sans précédent, notamment pour couper l'herbe sous les pieds de son Premier ministre qui s'est embourbé dans la gestion de cette séquence politique. Mais il s'y est fait huer, s'est montré insultant envers des populations qui ont tout perdu, alors même qu'une série d'articles du Monde le décrivent sous son jour le plus défavorable. Nils nous racontera les coulisses d'une débâcle. Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné par la Cour de cassation à de la prison ferme dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. Il annonce saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pourquoi presque personne ne vole à son secours à droite? Nils a cherché la réponse à cette question pour nous. Et si Marine Le Pen soutenait François Bayrou comme la corde soutient le pendu, en tout cas, elle lui met la pression pour l'instauration d'un scrutin proportionnel. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? On vous apportera des éléments de réponse. Salut Nils. Salut Théo, salut à tous. Alors Emmanuel Macron s'est précipité à Mayotte en pleine crise institutionnelle, on imagine, pour se poser en président rassembleur, compassionnel, bon père de famille, mais les choses ne se sont pas passées comme il avait imaginé. Oui, alors c'est Macron en fait, sous les huées, parce qu'il veut expliquer la vie aux Mahorais qui ont tout perdu, comme tu le disais. Et d'ailleurs, une première séquence à vous montrer qui est quand même assez parlante. On la regarde, on en discute juste après. Voilà, donc ça c'était à la fin de la journée, quand Macron achevait un peu sa visite à domicile, entre guillemets, auprès des habitants, des soignants, des élus de l'île, très durement touchés, c'est le cas de le dire. Mais en réalité, dès son arrivée en hélicoptère à Mayotte, le président a opposé à la colère des habitants un discours paternaliste. Alors son premier arrêt, c'était au centre hospitalier de Mamoudzou, la capitale locale. Il a d'ailleurs annoncé tout de suite que l'hôpital de campagne serait installé dès ce vendredi. Et il a pu échanger avec les soignants qui l'ont interpellé sur la solidarité nationale et qui lui ont quand même fait remarquer, parce que le président, comme tu le disais, tentait de donner de l'espoir, d'insuffler un peu d'espoir à cette population qui est très très durement touchée. Et puis Macron leur parle de solidarité nationale et puis pour le moment lui répond une soignante, c'est Mayotte qui se retrouve avec Mayotte, sous-entendu on crève la gueule ouverte tout seul, personne ne nous aide. Et Macron a fait du Macron en quelque sorte. On regarde les images du début de sa journée, du début de sa visite donc à Mayotte. C'est pour ça que vous ne divisez pas. Non, on ne se divise pas, mais c'est important. On a aussi conscience du territoire, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est pas de dire et de reprocher à d'autres qui sont sur le terrain comme vous ce qui ne va pas. C'est d'essayer que tous, on fasse en sorte que ça aille mieux. Et là, non, c'est pas de la parole. Bah oui, je suis arrivé avec des soignants, avec du fret, avec 4 tonnes de fret. C'est de l'action, c'est des choses en vrai. Et la communication. Vous allez voir sur le terrain, bien sûr. Monsieur le Président, je suis on a que ce soit Haïti. Non, parce que c'est pas la même structure d'État et c'est pas les mêmes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous me dites sur dans quel quartier il faut aller, parce que vous avez identifié un maraude et on va. Mais après, vous voyez, partout, c'est pas non plus une réponse. Il faut tel endroit, puis tel endroit, puis tel endroit. La problématique.
Voilà, donc même après un ouragan dévastateur qui a probablement fait des dizaines de milliers de morts, on rappelle qu'on est 7 jours ce vendredi après cet ouragan dévastateur et qu'il n'y a toujours aucun bilan humain un petit peu plus précis, malheureusement des victimes de cette catastrophe ou même des blessés. Alors on a un bilan pour le moment qui est ridicule, hein, qui s'établit à un peu plus de 30 personnes décédées de manière certaine selon l'État, selon les autorités, mais évidemment le préfet lui-même du coin a reconnu que ça se comptait probablement en dizaines de milliers de morts. Et donc, on a Emmanuel Macron qui fait quand même la leçon aux habitants et aux soignants en colère face à l'abandon de l'État. Alors là, notamment, face à ces deux soignantes, vous dites qu'il faut aller partout, mais ce n'est pas une réponse. Et puis, il lâche ça avec un petit sourire satisfait en prime. C'est du pur Macron, hein, il veut toujours avoir raison. Il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, on imagine, Niels. Et on commence à le connaître hein, aux médias et ailleurs. Et pourtant, l'Élysée avait préparé la séquence, hein, c'est-à-dire arriver en Airbus, en A330 présidentiel, avec une vingtaine de soignants, des sauveteurs, des logisticiens. L'Élysée en avait aussi fait un peu des tonnes en annonçant 3 à 4 tonnes d'eau et de médicaments qui accompagnaient le convoi présidentiel. Alors, bon, 4 tonnes, c'est rien du tout en fait hein, pour ces habitants qui ont tout perdu. Mais enfin, Macron ne venait pas les mains vides annoncer l'Élysée. Et c'est vrai que le réel l'a rattrapé en pleine figure. Voilà, les odeurs malheureusement de cadavres dans les rues, les débuts d'épidémies qui sont à craindre, et puis surtout des populations qui manquent de tout, qui manquent d'eau, de nourriture, de médicaments. Et que répond le président aux habitants qui l'interpellent? On regarde cette séquence choc. J'arrive. Voilà, et puis il a une manière aussi de répondre aux populations bien à lui, avec des relents colonialistes. Malheureusement, on l'écoute répondre notamment à un habitant. Regardez. Mais non, mais à chaque fois que vous venez, vous nous commettez des choses. Ils aident. Vous venez là pour engueuler tout le monde. Non, je ne vous engueule pas, monsieur. Je vous dis juste que les secours que vous promettez, ils ne sont pas chez nous. Et nous, on fait des choses. Nous, on a déblé des routes, nous, à Ouangani. Ok, nous, on fait des choses aussi. Nous, on n'a pas besoin de promesses, on a besoin des actes. C'est-à-dire que les gens qui habitent chez nous ont besoin d'avoir tout de suite de l'eau. Je suis désolé. Non, mais c'est réalité. Oui, mais on sait, mais nous, on est sur le terrain aussi. Nous, on est là aussi. Moi, je ne dis pas que nous, on n'est pas habitants. C'est toujours un peu la manière dont Emmanuel Macron tente de discréditer ses interlocuteurs quand il est en Outre-mer, puisque là, il reproche en fait à cet habitant d'être en colère face à lui et de lui faire part de sa colère, alors que c'est une colère tout à fait légitime par ailleurs, mais finalement, c'est un peu le mythe de l'homme ou de la femme noire en colère, hein, ce côté un peu colonialiste, donneur de leçons. Macron, c'est l'homme blanc, c'est un peu celui qui veut représenter la raison, et évidemment, le noir en face de lui, bah, c'est le désordre. Hein. Et c'est un peu le même refrain qu'il a sorti aux habitants quelques heures plus tard. Alors, la nuit est tombée, Macron est fatigué, il a eu une longue journée, moins que les habitants, mais enfin, voilà. Et il se montre tout simplement agressif envers ses interlocuteurs qui réclament tout simplement que l'État fasse enfin son travail avec un vrai plan Marshall à la hauteur de la catastrophe qu'a subi Mayotte. Et là, il tombe le masque. Regardez, c'est très parlant. Est-ce que vous êtes content d'être en France? Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. Alors cette séquence catastrophique pour Macron à Mayotte arrive après une semaine d'attaques médiatiques. Oui, décidément, hein, les astres médiatiques semblent se liguer contre lui. Hein. Il y a eu une série d'articles dans Le Monde présentés comme des enquêtes assurant que Emmanuel Macron aurait tenu des propos racistes en privé avec ses collaborateurs. Hein. Regardez à l'écran. Donc, le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou, lance le chef de l'État, lors d'une discussion avec Alexis Collère, son bras droit, et le ministre de la Santé d'alors, qui est Aurélien Rousseau. Donc, c'était en automne 2023. Et ils évoquaient l'hôpital public et notamment l'aide médicale d'État. Et donc, Macron a fait apparemment une sortie raciste, selon Le Monde. Mamadou, pour désigner les personnes noires, c'est évidemment un prénom à connotation raciste en France. Hein. C'est un peu devenu un nom commun dans la langue, hein, comme Nabila ou Kevin, par exemple, ou Marie-Chantal. En 2019, par exemple, des employés du BTP ont fait condamner leur employeur au prud'homme pour discrimination raciale. Et lors de l'audience, le représentant du défenseur des droits avait estimé que l'employeur avait volontairement
volontairement constitué une équipe composée uniquement de travailleurs sans papier, car dans ce métier, ils sont considérés comme une force de travail interchangeable. Et d'ailleurs, leur chef de chantier les appelait Mamadou, en leur disant « si t'es pas content, rentre chez toi, il y en a plein d'autres ». Et donc, on voit effectivement que c'est devenu un terme malheureusement péjoratif en France. Voilà. Alors, le chef de l'État est aussi accusé d'avoir utilisé le terme « rabzouz » pour désigner les personnes d'origine arabe ou maghrébine. Et selon Le Quotidien, le chef de l'État aurait également qualifié Matignon de cage aux folles lorsque Gabriel Attal était encore Premier ministre. Bref, c'est un peu le musée des horreurs. Alors, on imagine que ces fuites font réagir à l'Élysée, Nils. Oui, alors ils sont foudrage, hein, on va pas se mentir. Je me suis renseigné évidemment. Alors l'entourage de Macron assure que le président n'est pas raciste. Hein, il fait des vannes comme tout le monde. Qui n'en fait pas, hein. Qui ne fait pas de vannes racistes, n'est-ce pas? C'est ça, des vannes racistes, hein, un peu comme ce tonton raciste dont on a honte au dessert dans les familles. Mais oui, le président fait des vannes, mais il n'est pas raciste, hein, assure un proche du président. Il n'a jamais dit des horreurs pareilles, assure un autre. Du côté des macronistes, qui sont encore fidèles au chef de l'État, hein, et qui ne sont pas complètement tournés vers Gabriel Attal, il n'a jamais dit des horreurs pareilles, mais et c'est Le Monde aussi qui aurait un contentieux avec le président de la République. Donc on explique que c'est en fait une vengeance du quotidien. Et ce matin, on a appris que l'Élysée avait fermement démenti les propos attribués au président. C'était auprès de BFM. Mais évidemment, c'est vraiment une très mauvaise séquence médiatique pour le président de la République, qui est déjà englué dans des problèmes de gouvernement, qui est menacé de toutes parts en fait, hein, politiquement. Il n'a plus vraiment d'alliés en politique et désormais c'est la presse institutionnelle qui s'en prend à lui. Ça devient décidément très compliqué. Parlons désormais de Nicolas Sarkozy, qui aura peut-être au bras une Rolex, ce qui prouvera selon son baromètre qu'il a réussi dans sa vie, mais certainement un bracelet électronique à la cheville. Oui, alors là, c'est une traversée du désert. C'est un grand moment de solitude pour Nicolas Sarkozy, qui a été condamné cette semaine définitivement par la Cour de cassation à de la prison ferme, hein, dans le cadre de l'affaire Bismuth. 1 an ferme sous bracelet électronique, c'est quand même une première pour un président, même si il a annoncé par le biais de son avocat qu'il allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner la France. Là encore, ce serait évidemment une grande première de la part d'un président de la République. Mais surtout, comme tu l'as dit en introduction, on a pu noter que les témoignages de soutien public se sont faits assez rares. Hein. Alors évidemment, il y a quand même les soutiens historiques. Son ancien ministre, l'actuel maire de Nice, Estrosi, qui a été parmi les premiers à réagir en lui apportant un total soutien. Nicolas est un homme d'État qui a toujours servi la France et les Français avec intégrité et force de conviction. C'est ce qu'a écrit l'élu sur X. Il y a eu le président de la région Sud, Renaud Muselier. Il y a eu Wauquiez, bon, on a senti qu'il était un petit peu obligé de le faire. Hein. Il a dénoncé une décision profondément incompréhensible, mais il a pris son temps. Hein. Il a mis 3 heures quand même après la publication de la décision de justice dans les médias pour écrire cette petite phrase, ces 2 petites phrases de soutien, alors que j'ai contacté mes sources à droite et même chez les macronistes, puisque les macronistes sont devenus de plus en plus proches de la droite, hein, comme on le sait. Emmanuel Macron a donné l'exemple. On m'explique que chez les Républicains, ils sont terrorisés par ce verdict et que pour la droite, Sarko est devenu radioactif. Et preuve que c'est un sujet ultra sensible, les médias ont été obligés de faire appel aux vieilles gloires du sarkozysme qui rament un peu pour défendre leur ancien champion, comme Henri Guénaud sur BFM. Regardez. En visio, pendant la pandémie, une ancienne secrétaire générale, le président du syndicat de la magistrature, qui quelqu'un disait « mais les preuves, elles sont où ?» sur cette affaire d'ailleurs. Et elle avait répondu « oh, la preuve, mais il n'y a jamais de vraies preuves. » C'est l'intime conviction du juge qui prévaut. Et alors, chercher une... Vous en voulez là au syndicat de la magistrature en particulier ? Non, pas du tout. Je dis simplement qu'il y a un état d'esprit maintenant vis-à-vis de la preuve qui me paraît poser un vrai problème. Et là, on est vraiment en face de cette question. Donc Henri Guénaud qui est obligé d'avoir recours à la vieille théorie du complot des juges. Et il y a aussi le sénateur LR Max Brisson, c'est un vieil ami de la famille Sarkozy. Je vous révélais d'ailleurs la semaine dernière que c'est sa fille Emmanuelle Brisson, qui est très copine avec Louis Sarkozy, qui a lancé en politique le fiston du président à droite lors d'une soirée à Paris la semaine dernière. Attention, sortez les violons face à cette séquence émotion garantie. C'est un moment difficile pour Nicolas Sarkozy. Je partage avec lui ce moment difficile. Je lui dis
toute mon affection, mais je ne pense pas que c'est l'image qui restera. Je vous entends dire, bien sûr, c'est une condamnation, il faut la prendre comme telle. C'est une séquence qui est compliquée pour l'ex-président et pour ses proches. On imagine Carla Bruni, elle aussi, effondrée. Alors l'ex-président, lui, évidemment, il serre les dents, il fait part de sa dignité. Alors je me suis renseigné quand même auprès d'un de ses proches qui m'explique qu'il est sous le choc. Jusqu'au bout, il pensait s'en sortir, m'explique mon interlocutrice, parce qu'une condamnation définitive, comme c'est le cas pour lui désormais, c'est une plaie dans le monde politique et financier, m'explique ma source. Et on a tendance à l'oublier, mais Sarkozy, c'est d'abord un businessman dans l'âme. Jugez plutôt, l'ex-président, il siège dans les conseils d'administration de tous ses amis. Alors, il est chez l'Hôtelier Accor, qui est dirigé par son vieux copain Sébastien Bazin. Il y a le rival aussi de Sébastien Bazin, c'est le groupe Barrière, qui possède le Fouquet's, mais aussi tout un groupe de casinos. C'est Dominique Dessaigne. Il y a aussi LOV Group, c'est un petit empire des médias et de l'hôtellerie de luxe, qui a été fondé par Stéphane Courbit. Alors, toute cette présence dans ces conseils d'administration de ces structures, c'est un revenu régulier pour le président. On parle de 400 000 euros annuels de jetons de présence. C'est quand même pas si mal, finalement, parce qu'on rappelle que la présence dans les conseils d'administration, ça demande un minimum d'efforts, c'est surtout pour prendre un café une fois par an aux réunions. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien profiter d'une retraite dorée, si retraite il y a. Autre source de profit indirect, la représentation officielle de la France à l'étranger, pour Sarkozy. Et oui, Théo, fin 2019, scandale, Macron avait envoyé Nicolas Sarkozy en visite officielle au Japon, Fichtre, pour représenter la France à sa place lors de l'intronisation du nouvel empereur. On voit ici cette photo prise à l'ambassade de France en octobre 2019. Alors, Nicolas Sarkozy avait déjà représenté la France et le président Macron lors de l'investiture de la chef d'État géorgienne Salomé Zourabichvili. C'était en décembre 2019, la même année. Et surtout, au Japon, sa visite avait fait doublement scandale puisqu'il en avait profité pour aller rendre une petite visite à l'ancien dirigeant de Renault, Carlos Ghosn. C'était avant l'histoire évidemment de la malle, mais il était à ce moment-là en résidence surveillée. Alors business is business, avec Sarkozy c'est toujours la même chose, et avec sa condamnation, il risque de devoir tirer un trait sur ses activités protocolaires. On imagine mal, même avec toute son inventivité, Emmanuel Macron le dépêcher désormais à l'étranger pour le représenter. Mais il n'a pas trop à s'en faire, Théo. Il touche chaque année près de 75 000 euros de retraite au titre d'ancien président de la République. Il bénéficie aussi de nombreux avantages: vol gratuit en first sur Air France, mise à disposition des résidences d'ambassadeurs à l'étranger. Comprendre, il dort chez l'ambassadeur s'il choisit de se passer d'un hôtel de luxe, voiture de fonction avec chauffeur, paiement des notes de téléphone, sans compter les généreux frais de fonctionnement assurés par l'État. Alors ceux de Sarkozy se montent à 160 000 euros de loyer, rien que pour ses bureaux situés au 77 rue de Miromesnil à Paris, qui a représenté d'ailleurs ces dernières années le point de rencontre de la droite, mais aussi de certains macronistes et même de personnes de la gauche qui souhaitaient rencontrer l'ancien président et bénéficier de ses précieux conseils. Il nous coûte aussi un pognon de dingue en informatique, 20 742 euros de frais d'ordinateur, de téléphone, de tablette, rien que pour l'année 2023. Et l'essentiel des frais assurés par l'État, ce sont les frais de sécurité, de protection humaine, qui sont assurés par la police ou la gendarmerie, et les moyens sécurisés de déplacement comme ex-président, 1 300 050 euros de frais de sécurité l'an passé. En tout, on dépasse facilement les 1,5 million annuels en 2023, et encore, sans les frais de collaborateurs. Et c'est une députée socialiste, Christine Pires-Beaune, qui avait obtenu cette réponse des services de l'Élysée. Bref, une paille, surtout en période de disette budgétaire. Alors tu vas me dire, mais pourquoi je vous détaille tout ça? Oui, bien entendu, je m'apprêtais à te poser la question, Nils. Évidemment. Mais parce que Sarko va continuer à percevoir tous ces avantages malgré sa condamnation. Il y a un gros mais quand même, c'est qu'il va perdre gros, c'est sa respectabilité. Alors, ça peut faire sourire nos abonnés, parce que la respectabilité de Sarkozy, avec toutes les casseroles qu'il traîne,
Mais c'est une chose d'être accusé ou de subir un procès, c'en est une autre d'être définitivement condamné comme il l'a été, et fermement. Sarkozy a été mis au banc de la bonne société, hein, lui qui est déjà boudé par une partie de la droite, qui n'a jamais supporté son ralliement à Emmanuel Macron et son côté bling-bling. Alors pour faire simple, il y a la droite Retailleau, telle qu'on la connaît actuellement, c'est les cathos-fachos, et puis il y a la droite Sarkozy. Hein, on rappelle que le président est d'origine étrangère, son vrai nom c'est Nicolas Sarkozy de Nagui Boksa, il est issu d'un papa noble, immigré hongrois, et d'une mère issue de juifs séfarades. Autant dire qu'il est vu en horreur par cette droite Retailleau, profondément raciste, anti-bling-bling, et puis parfois antisémite, malheureusement. Avec cette condamnation, adieu également aux propositions de business alléchantes, hein, les grandes conférences, ou même l'espoir ultime, celui de rebondir en politique. Comme Hollande, Sarko n'avait jamais totalement perdu espoir de revenir dans l'arène. Cette fois, a priori, c'est grillé. Il aura même une notice des grandes sociétés du CAC 40 au conseil d'administration, notice qui indiquera qu'il est condamné. Bref, c'est quand même très dur. Il a de la peine pour lui. Alors, on évoque le dernier sujet, Nils, Marine Le Pen et le Rassemblement national qui, pour l'instant, semblent être les seuls à ne pas taper comme des sourds sur François Bayrou. Oui, Marine Le Pen et François Bayrou sont sur un bateau. C'est vrai que c'est un sujet qui est passé un peu sous les radars, mais mercredi, lors de la séance de questions au Premier ministre à l'Assemblée, tous les groupes de gauche, hein, sans exception, ont attaqué François Bayrou sur son déplacement à Pau plutôt qu'à Mayotte, qui a fait polémique. On en a largement parlé la semaine dernière dans mon émission, mais aussi sur le média en général. Et au nom du Rassemblement national, la députée Laure Lavalette s'est interdite toute polémique et s'est abstenue d'évoquer le fameux vol en jet contesté pour rejoindre Pau. Et dans Le Parisien, Marine Le Pen a donné une interview en début de semaine dans laquelle elle refuse aussi de s'appesantir sur une séance qu'elle qualifie simplement de baroque. On a connu Marine Le Pen plus féroce envers ses rivaux. Alors pourquoi une telle mansuétude? On se posait la question. Alors certes, Marine Le Pen renvoie peut-être l'ascenseur à François Bayrou qui a compati avec le risque d'inéligibilité qui guette la patronne du RN à l'issue de son procès dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, mais elle a peut-être aussi donné la clé de son soutien au Premier ministre qu'elle a choisi d'épargner dans les médias. Elle évoque notamment son désir de changer le mode de scrutin des législatives pour la proportionnelle. Alors la proportionnelle aux législatives, c'est un serpent de mer, hein, à gauche comme à droite, comme à l'extrême droite. Tous les partis qui ne sont pas majoritaires ont soutenu ce type de réforme ces 30 dernières années, sauf que Marine Le Pen, qui était pour la proportionnelle intégrale jusqu'à présent, se dit désormais favorable à une autre sorte de proportionnelle, comme au Sénat. Donc c'est une proportionnelle de type bas pour les spécialistes de la carte électorale. Et il y a deux avantages là-dedans, comme l'explique Aymeric Breillet, ancien député PS, enseignant à Sciences Po, qui a co-signé un rapport sur le sujet pour la Fondation Jean Jaurès. On l'écoute. Dans les départements où les sénateurs sont élus au majoritaire, on garde l'élection des députés au scrutin majoritaire, et donc les circonscriptions, elles existent. Donc il n'y a pas besoin de faire un redécoupage des circonscriptions. Et dans les départements où les sénateurs sont élus à la proportionnelle, on passe à l'élection proportionnelle pour les députés. Et donc, il n'y a plus de circonscription, puisque là, la circonscription, c'est le département. Donc, en fait, c'est quelque chose qui permet d'aller vite. Et ça fait à peu près un peu moins de 80% des députés qui seraient élus à la proportionnelle. Donc, c'est plus une dose homéopathique, quoi. Alors évidemment, François Bayrou est partisan d'une telle réforme pour faire évoluer le MoDem. Hein. On rappelle que le parti est tombé à 36 députés après la dissolution ratée décidée par Emmanuel Macron. Et Bayrou lui-même avait adressé en 2021 une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander de respecter sa promesse de campagne, puisque Macron lui-même avait promis effectivement d'introduire une part de proportionnelle aux prochaines législatives qui à l'époque était prévue en juin 2022. Sans surprise, le principal gagnant, ce serait le RN pour ce type de scrutin, qui avec son allié désormais UDR remporterait 39 sièges de plus qu'actuellement. Et cette formule sénatoriale, elle permettrait aussi au RN de s'installer sur de nouvelles terres électorales, notamment à Paris par exemple ou en Seine-Saint-Denis. Et la proportionnelle départementale sur le modèle des élections de 86, c'est vraiment la formule qui lui bénéficierait le plus, avec éventuellement une centaine d'élus supplémentaires. On va quand même demander à Éric Brière si le Rassemblement national finalement n'obtiendrait pas les clés du pouvoir avec la proportionnelle. Un mode de scrutin, c'est pas fait pour empêcher ou favoriser l'arrivée au pouvoir de tel ou tel parti politique. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des redécoupages, par exemple dans le cas du scrutin majoritaire à 2 tours,
on a eu à chaque fois d'énormes surprises où on pensait que telle ou telle circonscription ou tel canton, par exemple, allait forcément être de droite ou forcément être de gauche, et puis on s'apercevait que les mouvements électoraux faisaient qu'il y avait souvent bien des surprises, avec une absence de polarisation politique telle qu'on la connaît depuis quelques années. Le fait d'avoir une proportionnelle permet et oblige des organisations politiques qui sont plus autonomes stratégiquement les unes par rapport aux autres au moment de l'élection à être en capacité de tracer des lignes de compromis sur le plan parlementaire. Alors il y a évidemment un grand hic dans cette opération planifiée par Marine Le Pen, c'est la résistance des autres partis, et notamment de ce qui reste des grands partis qui réunissent autour de 20-25% des suffrages exprimés. Ce serait une bien mauvaise stratégie, que ce soit à droite ou à gauche, et il faudrait aussi qu'ils s'entendent entre eux sur un compromis, puisque Marine Le Pen... pour ce type de scrutin, elle préconise une baisse du seuil à 9 députés. Bayrou est pour une proportionnelle intégrale. Braun-Pivet elle-même réclame un quart des députés élus à la proportionnelle. Les socialistes tergiversent. Les insoumis, ils approuvent un peu le principe démocratique, au nom de la démocratie, mais ils doutent que ça serve leur intérêt. Donc évidemment, ils vont pas se précipiter, disons, pour avaliser le dispositif. Les écolos veulent encore réfléchir. Les communistes cherchent surtout à sauver ce qui leur reste comme fief, notamment en Seine-Maritime. Bref, affaire à suivre, mais il n'est pas sûr de toute façon que François Bayrou ait les moyens de ses ambitions avant de partir de Matignon. Merci Nils. Merci Théo. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Nous sommes au cœur du mois de décembre et le média, votre média, a engagé sa campagne de dons et d'abonnement de fin d'année, une campagne qui vise à nous permettre de rester debout, de continuer cette émission que vous appréciez et de mener la bataille des idées dans un contexte de fascisation des sphères politiques et médiatiques. Nous avons déjà récolté un peu plus de 100 000 €, mais ce n'est malheureusement pas assez. Si vous le pouvez, aller donc sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.